Bonjour, je m'appelle Nicolas Vast, je suis responsable du secteur jeunesse au Centre Pastel. Donc aujourd'hui, nous sommes avec plusieurs élèves de la web radio du collège Louis-Philippe. Donc ils sont 7 et nous sommes sur le site de V1 à Garville et nous allons ensuite au Calbur. Donc le projet c'est une rencontre entre les jeunes et puis les personnes qui s'occupent du patrimoine de la région. Donc là nous sommes sur des sites de la Seconde Guerre mondiale et donc le but c'est d'offrir aux jeunes la possibilité de découvrir cet environnement qui est proche de chez eux mais qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un gros projet avec le Centre Pastel. Donc dedans il y a du théâtre, il y a une conception de livres fantastiques, donc toujours en relation avec des personnes qui travaillent autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc bienvenue sur le site numéro 161 du poteau de Montauban à Garville. C'est un site de lancement V1. Donc savez-vous ce qu'est un V1? Vas-y Lucas. Tu sais? Oui. Alors dis-moi. C'est un missile avec plein d'explosifs à l'intérieur et qu'on lance pour faire atterrir aux Australiens, à l'Australie. Non, c'est un peu loin l'Australie. C'est beaucoup trop loin. Enfin, je sais plus trop. Donc c'est pas un missile, c'est une bombe volante. Il y a une nuance. Plein d'explosifs, tu as tout à fait raison. Mais c'était pour lancer sur l'Angleterre principalement, notamment sur Londres. Donc les Allemands, à force d'être bombardés en Allemagne, par les Alliés, par les Anglais, les Américains, même les Français, ont développé la bombe volante V1 pour bombarder Londres, pas pour détruire Londres ou pour détruire des cibles stratégiques, mais surtout pour mobiliser beaucoup d'appareils et de personnel de l'armée alliée. Donc ce site est un parmi les 500. Sa construction a débuté durant le mois de février 1944. J'ai d'ailleurs eu la chance de retrouver une personne âgée qui a travaillé ici pour les Allemands, contraints et forcés forcément, pour le terrassement des bâtiments qu'on va voir après. Donc je vous propose maintenant d'aller sur le pas de tir pour vous montrer le V1 et vous expliquer un peu globalement son fonctionnement, hein, simplement. Et ensuite on fera le tour du site. Et c'est une fois que je vous aurai expliqué le fonctionnement du V1, vous comprendrez véritablement la fonction de chaque bâtiment. Parce que vous voyez, plateforme d'accueil, donc c'est ici. Donc c'est là qu'arrivaient les V1 sur un camion qui était déchargé. Ça c'est la première phase de préparation du V1. Donc déchargé sur la plateforme derrière vous, déposé sur son petit chariot, il est rentré par ici. Et là dans ce bâtiment il y avait deux phases de préparation. La première, c'est comme vos parents reçoivent une machine à laver à la maison ou autre chose, et ils déballent le plastique et le polystyrène. Ici c'est pareil. Le V1, lui, durant le transport en wagon, par train, était déjà les ailes démontées et repliées sur les côtés. Il y avait des protections devant, derrière, et des carcans de maintien des ailes sur les latéraux. Donc la première étape de préparation pour l'équipe de soldats allemands, c'était de démonter ces protections, de les enlever. Une fois débarrassé, il avançait sur la deuxième phase de préparation. Et là, il y a une deuxième équipe de travail de soldats allemands qui inspectait tous les systèmes mécaniques internes du V1. Et ensuite, une deuxième étape importante, vous vous souvenez des deux grosses boules d'air comprimé qu'il y avait sur le plan? Et bien, c'est ici qu'ils les remplissent. Donc, ils remplissent la première pour pouvoir pousser le carburant et la deuxième qui servira à faire aller le guidage du V1. Donc c'est ici qu'ils la remplissent. Et le compresseur, lui, était posté dans le bâtiment qui s'est pris une bombe juste après. On continue par là?
Non, sorti du bâtiment en préparation, il y avait une dalle de béton qui arrivait jusqu'au milieu et ça repartit tout droit. Avant ça, ce fameux bâtiment pour compresseur. Donc vous voyez un peu l'intérieur. En fin de compte, c'était un grand garage, hein, un peu plus grand que celui qu'on verra plus tard, sur lequel il y avait le groupe compresseur, avec des bonbonnes d'air comprimé qui, elles, servaient pour le générateur de vapeur. Tout était rempli ici. Donc, vous pouvez constater que là, lui, il fait plus une bombe, ils ne l'ont pas dopé. Hein. Ça fait beaucoup de dégâts. Donc, il faut savoir que la bombe volante V1 était un avion sans pilote, à fonctionnement mécanique et électrique, comme vous démarrez une voiture. Donc, il n'y avait pas besoin d'un prisonnier russe pour l'allumer avec une mèche pour pouvoir le faire partir. Ça, c'est du fantasme pur et simple, je ne sais même pas d'où ça vient, parce qu'à l'époque, aucun Français n'a pu assister à un lancement de V1. C'était un périmètre interdit ici. C'était gardé. Les Allemands interdisaient l'accès aux civils. Donc personne n'a pu constater quoi que ce soit. Donc encore une fois, c'est du pur fantasme. Et ça, justement, si tu entends encore quelqu'un dire ça, tu dis non, c'est pas vrai. Voilà. Donc ici, l'atelier pour le générateur de vapeur. Donc je vous rappelle, cet appareil sans branche finale à catapulte pour catapulter le V1. Donc il y a deux entrées, parce que sur ce site, il y avait deux générateurs de vapeur, un qui était fixé prêt au tir, et l'autre qui était ici en phase de nettoyage. Donc à l'époque, c'était couvert, comme celui d'à côté forcément. Toujours avec le compresseur qui est à côté, pour le rincer, on le remplissait d'eau et on injectait de l'air pour rincer tous les résidus de produits qui restaient depuis le tir précédent. Donc il fallait absolument qu'il n'y ait plus de résidus de peroxyde, plus de résidus de permanganate. Il fallait qu'il soit vierge, propre, qu'on puisse se voir dedans pour qu'il puisse resservir sans danger. Parce que si on le remplit de permanganate et puis qu'il reste une goutte de peroxyde, là c'était la catastrophe. Sur le côté, vous pouvez l'apercevoir, vous avez deux carrés. C'était des cuves à eau. On les a remplis parce qu'elles font 3 mètres de profondeur. Donc là-dedans, vous aviez 2 fois 3 mètres cubes d'eau. Cette eau servait justement au rinçage complet de l'appareil. Vous voyez en dessous justement les conduites d'évacuation. Donc ces orifices, ce sont les petits carrés qu'on voit là-dedans. C'était là-dedans qu'étaient renvoyés les résidus de produits. Donc ça part dans un tuyau tout le bâtiment et ça part ensuite dans la terre en puits perdu. Donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure que c'est pas très bon pour l'environnement, un V1. Voilà. Donc ça renvoyait tous les produits chimiques dans la terre. À côté de ça, après nettoyage, c'est ici qui a été rempli à nouveau. Donc les opérations de remplissage, elles étaient faites ici. Donc il y avait un appareil mécanique qui produisait de l'électricité, ce qu'on appelle un groupe électrogène, qui était alimenté par essence, et il était stocké là-dedans. En fin de compte, c'est simple. Mis à part les murs qui sont en aglo, la toiture est fabriquée très sommairement. Ce sont des rondins de bois, comme vous avez sur le côté, qui sont posés en largeur. Et ensuite, on recouvre le tout d'une couche de béton. En fonction des informations que les Allemands recevaient, les informations météo, ils réglaient son cap et son fonctionnement interne. Vous avez à l'arrière un arc de cercle. À l'époque, il était gradué.
prend la travée là, en fin de compte, elle est dans le même axe que la catapulte. Donc en fin de compte, la catapulte là-bas est braquée vers Londres. Et quand tu te positionnes ici, eh ben Londres, c'est droit devant. Une fois l'assemblage fini, le réglage achevé, il le redescendait sur un chariot, mais différent. Un chariot qui permettait de le faire glisser ensuite, une fois arrivé sur le pied, sur la catapulte. Voilà une reproduction de V1 sur sa catapulte. Bon, c'est pas un vrai, hein. C'est extrêmement rare d'en récupérer un vrai. Il a été vendu, il a été vendu à 250 €. Du coup, c'est une reproduction grandeur réelle. Et ça, c'est sa catapulte qui permet de la catapulter en direction de Londres. Donc vous partez droit devant, à 220 km et quelques, c'est bon. Donc le compas, il est réglé ici, selon des paramètres définis en fonction de la météo et de la distance. Et toutes ces informations sont envoyées par un fil électrique jusque derrière, où il y a le système dit pilote automatique. C'est lui ensuite qui agit pour rectifier, pour envoyer le V1 sur sa bonne trajectoire, ou alors pour rectifier la trajectoire en cas de rafale de vent, de baisse de pression atmosphérique, etc. La deuxième partie derrière, en rouge, eh ben là c'est l'explosif. Voilà. C'est ça qui éclate. Donc là vous avez environ 800 kg de TNT. C'est beaucoup. En violet derrière, qui est justement entre les deux ailes, là c'est le carburant. Donc il y a suffisamment de carburant, il y a le strict nécessaire pour l'envoyer sur Londres. Donc ça fait environ 625 litres. Derrière, vous avez deux boules d'air comprimé. Des boules d'air comprimé qui sont gonflées ici sur site, dans un des premiers bâtiments là-bas qui abritait le compresseur. Il y en a une qui injecte de l'air dans le réservoir pour envoyer le carburant dans le pulso-réacteur. C'était une façon économique d'économiser, pour économiser une pompe à essence, hein, sachant qu'une bombe volante, c'était fait pour exploser. Donc on n'allait pas dépenser, enfin les Allemands n'allaient pas dépenser trop d'argent pour une bombe volante qui allait exploser quelques jours après. Donc c'était une façon simple de pouvoir alimenter en carburant le système de propulsion. Vous avez la deuxième boule d'air comprimé qui, elle, recevait ses ordres par le pilote automatique et envoyait de l'air dans les gouvernes des petites ailes arrière ou même dans la gouverne latérale pour le faire pivoter ou le faire monter ou descendre avec des valves électro-pneumatiques. Et ensuite la pièce principale, le pulso-réacteur. Donc c'est un moteur très simple, hein, c'est un mélange d'air-essence. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le carburant qui est injecté en entrée, qui est vaporisé, l'air qui rentre par l'orifice de devant, et ensuite une bougie qui enflamme, qui explose et qui enflamme le tout. La flamme jaillit derrière. C'est comme une grosse pétoire, ça pétarade. D'ailleurs, toutes les personnes âgées, enfin tous les témoins de l'époque qui ont vu passer des V1 au-dessus de leur tête, des bruits de casserole, des bruits de mobilette, des bruits de pot d'échappement, mais vraiment, quand vous tirez votre pot d'échappement sur une mobilette, bah, vous constatez ce que ça fait un peu. Au début de la guerre, les Allemands ont commencé à gagner. Ils ont envahi la Pologne, ils ont envahi la France, ils ont envahi les Balkans, ils ont commencé à envahir la Russie jusqu'à Stalingrad en 1941. Même avant ça, avant Stalingrad, ils ont subi leur première défaite devant Moscou, hein, en décembre 1941. Donc là, par contre, ça a commencé à aller un peu plus mal pour eux. Ils ont continué un peu et après est arrivé Stalingrad. Donc là, par contre, ça a été une catastrophe pour eux. Et après, les Russes ont commencé à contre-attaquer et les Allemands n'ont fait que de reculer. Quand ils se sont aperçus que
les Russes progressaient sans pouvoir être arrêtés et que les bombardements alliés sur les villes allemandes s'intensifiaient de plus en plus, là les Allemands ont relancé les recherches pour pouvoir créer la bombe volante. Et c'est là que toute la machine de guerre, l'ingénierie allemande, s'est mise en œuvre pour pouvoir la faire sortir d'usine et ensuite pour se mettre au vélo. Il est actionné depuis le poste de tir où d'autres soldats sont cachés à l'abri au cas où ça explose. Ils appuient sur un bouton, la vapeur est lâchée, ce qui fait que le petit piston, comme sur le porte-avions qui lui passe dans la catapulte et sur lequel le V1 est projeté, et ben, traverse toute la catapulte sur toute sa longueur et tout au bout, le piston retombe et le V1, lui, a suffisamment d'élan pour pouvoir prendre de l'altitude et son réacteur prend le relais. Donc là, vous avez une catapulte, vous avez toute sa longueur, là, 45 mètres. Un autre principe faisait que un V1 pouvait être fixé sous un bombardier. Le bombardier décollait et arrivait justement dans les parages, à environ 200 km de Londres, mettait en route le V1 depuis le cockpit, le larguait et le V1 prenait son élan et partait vers Londres. Donc il y a eu deux façons de le larguer, mais sur tous ceux qui ont été largués, seulement la moitié ont réussi à atteindre Londres, d'autres se sont crashés juste après catapultage, d'autres se sont crashés dans la Manche, d'autres ont été abattus par la chasse alliée. L'Angleterre est en état d'alerte. Dès que les radars détectaient l'arrivée d'avions allemands ou alors de bombes volantes, les escadrilles de chasse décollaient pour essayer de les intercepter. Et c'était pas évident. Et la rampe de lancement. Voilà. Pour l'instant, tout va bien? Des questions? Pas encore? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Bon. On y va? Allez. À se préparer un peu. Alors, très bonne question. Entre les sites, c'était l'armée de l'air qui était chargée du lancement de la mise en œuvre de la bombe volante V1. Donc c'était le 155e régiment d'artillerie. Il y avait 5 bataillons, donc répartis, je vous l'avais dit, entre le nord de la France et la pointe de Cherbourg. Donc premier bataillon, dans le Nord-Pas-de-Calais, deuxième bataillon, ici c'était le 3e bataillon. Et il y avait une concurrence entre les sites. Donc chaque équipe de lancement faisait un concours à savoir qui battrait le record de préparation de V1 depuis son arrivée sur le pas de déchargement jusqu'à son catapultage. Okay. Record battu, imbattu, 25 minutes. 25 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tout à l'heure sur la rampe de lancement, il y avait BOS, oui, les initiales. Oui. Donc ça, c'est le code fabricant de la catapulte. Enfin, qui construisait les catapultes à l'époque. Donc nous, on a tout refait comme à l'époque. Dimension, couleur, et même les marquages sur les parois, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Donc c'est pour ça que sur n'importe quel accessoire allemand, que ce soit du simple équipement individuel, de la pelle, de la pioche, du casque, jusqu'aux pièces d'avion ou de V1 ou de véhicule, on ne voit pas de marque de fabricant sur les pièces détachées, enfin sur les pièces qui composent l'engin. Ce sont que des codes lettres. Donc en l'occurrence, ces codes qu'on voit là-bas correspondent à l'usine MAN. En fin de compte, MAN, comme les camions, les poids lourds actuels. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que c'est les prémices de l'aérospatiale. Enfin, en gros, c'est ce style de lancer de fusées, de missiles. Il y a beaucoup je crois qu'il y avait des ingénieurs allemands qui avaient été ensuite amenés aux États-Unis justement pour travailler sur d'autres. C'est von Braun justement. Von Braun, lui, c'est l'inventeur de la fusée, la fusée V2. Et ensuite, c'est lui qui a participé avec le programme de la NASA au lancement des fusées dans l'espace et sur la Lune. Côté soviétique aussi. Oui, côté soviétique aussi. Après l'invasion de l'Allemagne, les Américains et les Soviétiques
on récupérait tous les savants allemands. On peut, le V2, on peut l'assimiler aux fusées de maintenant. La bombe volante V1, elle, on peut l'assimiler aux drones qu'utilisent maintenant les différentes armées pour survoler les champs de bataille. Je m'appelle Timéo et puis j'ai bien aimé. Superbe. Bonjour, je m'appelle Hugo. J'ai bien aimé aussi cette expédition. Superbe. Bonjour, je m'appelle Lucas et puis moi j'ai bien aimé, c'était intéressant. Superbe. Bonjour, je m'appelle Pauline. J'ai bien aimé et ça se voyait que le guide savait ce qu'il racontait et qu'il était passionné. Parfait. Bonjour, je m'appelle aussi Hugo. J'ai effectivement aussi bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez explicite et je pense que c'est très bien de connaître l'histoire. Parfait. Bonjour, je m'appelle Angèle. Moi j'ai bien aimé parce qu'on a bien réussi à comprendre, c'était très logique. C'était un peu impressionnant aussi, de savoir comment ça fonctionnait, que ça pouvait aller aussi vite. Et en soi j'ai bien aimé tout. Superbe. Bonjour, je m'appelle Rémi. J'ai bien aimé, je trouve ça très intéressant et ça m'a permis d'apprendre des nouvelles choses.